À chaque pays son histoire, à chaque communauté sa culture, à chaque peuple son leader. Dans les annales de l'histoire politique congolaise, il y a des noms qui resteront gravés dans la mémoire collective de tout un peuple. Symbole de la résistance contre la dictature, fervent défenseur de la loi, intellectuel avéré, très attaché à la légalité et à la légitimité, figure emblématique de la constance politique, leader incontestable de l'opposition pendant plus de 3 décennies, Étienne Tshisekedi wa Mulumba a marqué de façon très particulière l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Né le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi obtient son diplôme de docteur en droit en 1961 à l'université de Lovanium, actuelle université de Kinshasa, devenant ainsi le premier diplômé en droit du Congo. Très jeune, il intègre les milieux politiques en devenant en 1960 membre du collège des commissaires généraux mis en place par Mobutu après un coup d'État en tant qu'adjoint du commissaire à la justice Marcel Liaou. Entre 61 et 65, Étienne Tshisekedi est recteur de l'École nationale des droits et de l'administration. Il devient également ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières en 65 et participe en 67 à la rédaction de la manifeste de Lancélé avec Mobutu, Justin Bomboko et Singa Oudjou, créant ainsi le mouvement populaire des révolutions MPR. Exaspéré par la dictature de Mobutu, Étienne Tshisekedi et ses collègues décident de combattre l'autoritarisme. Tout commence par la très célèbre lettre des 13 parlementaires dans laquelle Étienne Tshisekedi et ses camarades décrivent la gestion Mobutu puis créent l'Union pour la démocratie et le progrès social en février 82. Cette démarche sera perçue par Mobutu comme une insulte à sa personne. Dès lors, il s'érige en cauchemar pour Étienne Tshisekedi et ses camarades. Torture, emprisonnement à répétition, humiliation, relégation, privation de certains droits seront infligés à Étienne Tshisekedi. Fort de son engagement politique, convaincu et déterminé à ramener aux Zaïre de l'époque la démocratie caractérisée par la liberté d'expression et de pensée, Étienne Tshisekedi multiplie les actions de la rue en étant lui-même au premier plan et décrète de temps à autre des journées villes mortes respectées par la population. Il brave la répression de la gendarmerie. Son courage dépassera l'entendement des communs des mortels jusqu'à être déclaré fou. Il a finalement réussi à pousser Mobutu à accepter le multipartisme politique. Ayant fragilisé Mobutu en interne, la lutte non violente menée par Étienne Tshisekedi, à l'instar de Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Christ, facilitera Laurent Désiré Kabila, fort de ses armes, à s'emparer de la ville de Kinshasa pour prendre le pouvoir. Opposé de nouveau à la manière de faire de Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi sera relégué au village. Il refuse catégoriquement de coopérer avec Joseph Kabila qui prend le pouvoir après le décès de son père. Boycotte les gouvernements de transition mis en place après les dialogues de Sun City, s'oppose au référendum constitutionnel de 2005 et ne prendra pas part aux élections de 2006. En 2011, Étienne Tshisekedi accepte de participer aux élections. Il conteste les résultats qui ont donné Kabila vainqueur de l'élection présidentielle et prête serment dans sa résidence délimitée. Il prend la décision d'éradier de son parti tous les députés qui ont accepté de siéger à l'Assemblée nationale qu'il qualifie d'illégal. En 2014, Étienne Tshisekedi s'envole pour la Belgique pour des soins de santé. Il va y rester jusqu'en juillet 2016, créant par la même occasion les rassemblements de l'opposition qui va réunir toutes les personnalités politiques opposées à Kabila, y compris les G7 fraîchement séparés de l'autorité morale de la majorité présidentielle de l'époque. Le 27 juillet 2016, Étienne Tshisekedi regagne Kinshasa où il est accueilli triomphalement par des milliers de Congolais. Le 31 du même mois, il tient son dernier meeting à la place triomphale. Fin janvier 2017, Étienne Tshisekedi quitte de nouveau Kinshasa pour la Belgique en raison des soins de santé, laissant les rassemblements de l'opposition sur la table des négociations suite à l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi s'éteint à Bruxelles. Le rapatriement de sa dépouille mortelle prendra pratiquement 2 ans. Quel héritage Étienne Tshisekedi a-t-il légué à la classe politique? Quand vous parlez de Tshisekedi wa Mulumba, le premier sentiment qui vient, c'est peut-être de pleurer. Peut-être que les héros ne le pleurent pas. Il a laissé un héritage énorme. Le premier héritage est qu'il est le patrimoine national. De toutes les tendances confondues se reconnaissent en lui, dans sa lutte et dans son combat. Il a laissé la constance politique. Il a chassé la peur dans les Congolais. Les Congolais qui avaient donné au mur. Le mur, comme vous le voyez là, avait des oreilles quand Mobutu était au pouvoir. Même sous les lits, sous votre propre lit, vous êtes seul, vous ne pouvez pas parler de Mobutu. Vous dites attention, les murs ont des oreilles. C'est-à-dire que Mobutu risque de comprendre et vient nous tuer. Donc il a chassé la peur dans les Congolais qui s'expriment aujourd'hui librement comme ils veulent. Il a demandé aux Congolais de se prendre en charge et il s'est battu pour
l'état de droit. Voilà les quelques héritages que je peux citer en sommaire. Bon, avant tout, c'est la personne elle-même, c'est une identité pas seulement congolaise, pas africaine, mais au monde. Vous savez que lorsqu'on parle par exemple de la théorie de non-violence, c'est Mahatma, le Gandhi, qui l'a forgé, et que après lui, aucun homme politique ne l'a en réalité pratiqué à part Etienne Tshisekedi. Si vous observez bien, tous les grands leaders ici en Afrique ont de l'une ou de l'autre façon recouru à la violence avec pour finalité la conquête du pouvoir ou la résolution des problèmes de leur société. Vous allez vous rappeler que même l'emblématique Mandela, bien sûr qu'il y a été accompagné par une certaine presse et une sympathie internationale bien orchestrée, ce qui ne signifie pas qu'il soit petit, mais il a lui au moins recouru à un moment donné de sa vie à cette pratique d'antan, la violence. Mais Etienne Tshisekedi est resté cet homme d'une constance abasourdissante lorsque il s'est présenté comme l'homme le plus puissant intellectuellement et moralement d'ailleurs, à mon avis, que Dieu n'ait jeté sur l'Afrique. Un grand héritage, il faut savoir que le président Etienne Tshisekedi était un grand esprit. Il avait un leadership extraordinaire et un charisme qui nous couvrait tous. Chaque jour passé avec lui, chaque instant, chaque séance de travail, chaque réunion étaient des moments d'enseignement, de grand partage, en tout cas pour moi personnellement. Donc c'est quelqu'un qui nous a formés, forgés et qui a fait que notre parcours politique soit celui qu'on est en train de poursuivre. L'héritage du Sphinx, Etienne Tshisekedi, se résume avec la phrase que lui-même a prononcée, le peuple d'abord. C'est-à-dire, c'est un leader qui a combattu pour le peuple. Et il est vrai qu'il a travaillé avec l'ancien régime de Mobutu. Et puis quand il a remarqué que cet ancien régime ne s'occupait plus du peuple, c'est ainsi qu'il a quitté, ensemble avec le 13 parlementaires, et ils ont créé ces mouvements qui a évolué à un parti politique qu'on appelle UDPS. Il y a eu beaucoup d'attaques contre sa personne, mais c'est un monsieur qui a résisté contre ces attaques et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir et nous sommes en train de mettre en œuvre sa pensée, nous sommes en train de mettre en œuvre ce qu'il a légué comme héritage, c'est-à-dire on ne voit que dans notre lutte l'intérêt du peuple congolais. Etienne, c'est, je peux dire, c'est notre papa sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan... C'est lui qui nous a appris l'ABC de la politique. Nous tous, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le fruit de ses entrailles. Etienne, c'est le maître, je ne dirais pas suprême, c'est le grand maître. L'homme qui avait une conviction qui allait au-delà d'une foi, d'une simple foi. L'homme qui savait ce qu'il voulait pour ce pays et pour les Congolais. Etienne Tshisekedi, c'est un monument. En tout cas, moi, je crois que Congo, il est le plus grand. On peut ouvrir le débat, on va me citer d'autres noms, je sais. Mais je crois que l'héritage qu'il nous a légué, il est énorme. Il nous a appris à nous prendre en charge. Il nous a appris à ne pas craindre la dictature. Il nous a redonné notre liberté, liberté d'expression. Il vous dit, personne n'a le droit de vous l'arracher. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Vous avez des droits. Tout le monde doit les respecter. Il n'y a pas un super homme. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de la loi et les autres en dessous de la loi. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. C'est lui qui a démystifié les grands dictateurs. Après la mort du Sphinx,
L'UDPS, son parti, organise un congrès qui va hisser son fils biologique et politique, Félix Tshisekedi, à sa tête. Il sera investi par la même occasion candidat président à l'élection présidentielle de 2018 qu'il va remporter devant Martin Fayoulou et Ramazani Chadari du PPRD. Est-ce qu'il existe une différence entre l'UDPS sous Étienne et l'UDPS sous Félix Tshisekedi? Il faut dire d'abord que le père a eu le temps de travailler sur l'idéologie du parti, il a eu le temps de travailler sur le discours politique. Pourquoi il a eu ce temps? Parce qu'il a passé 35 ans en train de faire ça. D'abord, c'est un homme qui a eu conscience que les vrais leaders ne se battent pas pour conquérir le pouvoir. C'est ça le type d'homme Gandhi. Étienne Tshisekedi s'est livré d'abord à un combat de transformation, de formation, de consolidation d'un esprit. C'est cet esprit démocratique, cet esprit du combat contre la violence, contre la tyrannie. Un combat que nous devons mener d'abord contre nous-mêmes pour extirper toute justification de violence comme une légitimité dans la société. Il n'a pas en premier lieu pensé à la conquête du pouvoir et à venir au pouvoir. Il s'est dit que la société, si elle avait été transformée, le pouvoir ne serait qu'une conséquence pour finalisation. Ça, c'est un fait. Et le président Tshisekedi, comme leader du parti, lui n'a pas eu le temps de travailler sur l'idéologie. Bien évidemment, nous l'avions déjà. Lorsqu'il arrive aux commandes du parti, il est arrivé dans un contexte bien particulier. D'abord, un contexte de réorganisation du parti après la disparition de son charismatique du chef, le président Étienne Tshisekedi. Il devrait immédiatement commencer à prendre des mesures pour la réorganisation de l'administration du parti. Mais aussi, il vous souviendra que lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, Félix Tshisekedi prend le pouvoir comme président du parti, c'est lors de ce même congrès qu'il est investi comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Vous voyez un peu, il a deux missions qu'il doit immédiatement conduire à bon escient, et dans un contexte particulièrement difficile où nous étions sous une très forte pression. Et je dois ici saisir l'occasion pour féliciter tous ceux qui, de l'une ou de l'autre façon, ont mouillé les maillots en cette période très difficile. Je me souviens que nous étions obligés de rester alimentés parfois jusqu'à 2 h du matin, jusqu'à 3 h du matin, parce qu'il fallait faire tout au même moment. Et ça n'a pas permis que l'on inscrive le président Félix Tshisekedi dans la comparaison avec l'emblématique chef de l'UDPS qui était Étienne Tshisekedi dans le cadre de la gestion du parti. Il ne faut pas se leurrer la face. Je dis qu'il n'y a jamais eu deux types différents dans le monde et qui se ressemblent sérieusement, même si on marchait comme lui, mais il y aurait toujours une différence quelque part. Il ne cautionnait jamais l'illégalité. C'était un homme qui était vraiment fondé dans le texte. Tout ce qu'il vous disait, ça devait trouver l'inspiration dans le texte. Et aujourd'hui, l'UDPS, 3 ans durant, nous vaquons dans l'illégalité. On a violé l'article 26 et vous avez suivi la tollée généralisée, comment on a vomi Kabound dans une seconde à cause de cette situation de l'article 26 où il nous a fait sillonner. Le chef de l'État lui a même demandé de revenir au bon sens, lui a demandé de revenir à la légalité. Les mandats lui a donné n'étaient pas les mandats pour 5 ans, c'était un mandat jusqu'à la période transitoire, entre le jour qu'on l'a proclamé et le jour qu'il a prêté serment. Mais Kabound ne l'a pas entendu de cette oreille, il est allé au-delà. Donc voilà que on ne peut pas dire qu'on marche comme lui. Non, nous ne marchons pas comme lui. La vérité dans sa bouche. Il vous dit la chose, tôt ou tard, vous vérifierez la chose telle qu'il avait dite, c'est comme ça se présente. Tôt ou tard, on les comprenait. C'est cette rigueur, c'est cette obstination. Lui-même a dit, mon défaut, c'est l'obstination. Quand j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et il ne disait pas oui pour plaire. Il disait oui, tôt ou tard, on revenait à sa raison. Je ne crois pas que c'est le moment de faire la comparaison entre les deux. Mais il faut arriver à retenir assez facilement que le président Étienne Tshisekedi est non seulement l'un des fondateurs du parti,
C'est quelque chose d'assez fondamental et capital, mais parmi les fondateurs du parti, c'est le leader qui a incarné le charisme personnel et individuel de ce que représente aujourd'hui, de ce qui a marqué l'histoire de l'UDPS. Papa Etienne Tshisekedi a eu la responsabilité et la charge de maintenir et de gérer le parti pendant de longues années. Et c'était pendant des périodes où on était dans l'opposition, avec en face de nous des dictatures les plus cruelles du monde. Donc c'est extrêmement différent aujourd'hui, où du moins avec le président Félix Tshisekedi, nous avons fait la période préélectorale d'avant le congrès, d'après le congrès de mars 2018. Il nous a amené à l'élection présidentielle et nous sommes aujourd'hui dans cette gestion. Donc c'est assez différent et je crois que c'est pas encore le moment de tenter de faire des comparaisons sur les deux hommes. Pendant la guerre froide, mais à cette époque, vous pouvez voir le maréchal et le rôle qu'il jouait dans cette Afrique centrale. L'Occident, l'Amérique pouvait tout lui donner, hein. Mais Etienne l'a affronté. Donc pour moi, Etienne, c'est le plus grand d'entre nous, c'est le plus grand de tous les Congolais. Non, il n'a pas fabriqué un grand dictateur. Il a évolué avec Mobutu. Au début, Mobutu, vous savez, je sais c'était en 65 qu'il avait fait son coup d'État. Et au début, ils avaient la même idéologie, c'est-à-dire servir le peuple. C'est ainsi que le Sphinx, le feu président Etienne Tshisekedi, avait participé à la création du manifeste de Lansele à l'époque. Je crois que c'est un document qui résume une idéologie. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est un document qui est valable. Donc, après, Mobutu a dévié, n'est-ce pas, de la vision qu'ils avaient ensemble, c'est-à-dire servir le Congo et servir le peuple congolais. Et c'est ainsi que, vers les années 79, je crois, ou 80, il s'est détaché de Mobutu pour d'abord gentiment lui dire de changer sa vision par rapport aux intérêts du peuple. Mais malheureusement, Mobutu n'avait pas compris. Et c'est ainsi qu'il a continué avec les 13 parlementaires. Il a continué le combat qui se résume au peuple d'abord, c'est-à-dire lutter pour l'intérêt du peuple congolais. Oui, mais c'est ça, j'aime des gens qui disent comme ça, c'est ça même la substance de la lutte. C'est ce qui s'est battu pour que les Congolais s'expriment. Les Congolais, pendant 25 ans, jusqu'au jour où Mobutu a pleuré le 24 avril, un certain 24 avril 1990, les Congolais ne parlaient pas, ils étaient muselés. Je vous ai dit, des mille qui avaient des oreilles. Et il fallait effectivement que les Congolais arrivent aujourd'hui à dire leurs sentiments, qu'ils disent qu'il n'est pas le père de la démocratie ou pas, mais ils tombent dans la lutte d'Étienne. Ce sont des ferments dont Étienne était une vitamine, était une fertilité sur laquelle on devait planter et pousser. Donc, le père de la démocratie, c'est celui-là qui a osé, puisque les enfants, vous n'avez pas connu Mobutu. Tout celui qui dit des choses comme ça, c'est parce que vous n'avez pas connu Mobutu. Pour celui qui a connu Mobutu, il ne peut pas s'amuser à dire qu'il n'est pas le père de la démocratie. Affronter Mobutu, c'était une folie. Vous allez dire, vous êtes journaliste, vous fouillerez. Dans ces pays, on a fait un certificat médical par Mobutu et par un ministre que Mobutu Tshisekedi était un fou. Un fou, parce que c'est pas normal que tu affrontes un homme comme Mobutu. Tu sors là, tu dis, moi je suis opposant à Mobutu, tu lui parles, tu tiens un meeting et les gens meurent, tu ne recules pas, on t'arrête, on fait ce que tu veux. Donc on l'a trouvé comme un fou. Voilà, on a confirmé par un médecin qu'il était un fou. Au bout de compte, on l'a trouvé que c'était un homme normal, un homme qui tenait vraiment à libérer le peuple congolais. Il n'y a pas de doute. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas le père de la démocratie, c'est son avis. Nous le concédons. Nous sommes de la lutte pacifique. Nous avons voulu que les Congolais s'expriment. En s'exprimant librement, en se doutant de nous, nous sommes fiers de notre combat. Etienne Tshisekedi a échoué là où son fils a réussi pour les uns, tandis que pour les autres, l'actuelle direction prise par l'UDPS n'est pas la bonne car elle s'écarte de la vision de son fondateur. D'abord, le départ, c'est que nous devons rester dans la social-démocratie. Ça, c'est un principe qui n'est pas assez négociable
parce que lorsque vous lisez nos statuts, il y a des valeurs intangibles qui ne vont pas être modifiées, et ça c'est un principe. La non-violence comme modalité du combat politique, ça c'est intangible, on ne va pas devoir modifier, parce que nous avons fait nos preuves, on a récupéré le pouvoir entre les mains des hommes extrêmement violents, extrêmement disposés à tuer, disposés à casser, et tout ça, nous l'avons fait méticuleusement grâce à cette philosophie. On n'a aucune raison de dire demain que cette méthode est défaillante, la non-violence. Donc, on doit continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qu'il faut repenser, en fait? C'est aussi que nous sommes restés dans le combat, nous étions sur le terrain. Maintenant, nous devrions combiner les deux. Il faut refaire l'administration du parti. Nous devons refaire l'administration du parti parce que le parti devra renouer aussi avec son histoire grâce à une colonne vertébrale, l'administration. Ça, c'est absolument nécessaire. Vous voyez que depuis la modification des statuts, de nos statuts en 2013, nous n'avons pas finalisé l'installation de l'ossature institutionnelle du parti. Il y a jusqu'ici des organes pourtant phares qui n'ont pas réussi à fonctionner. Et ça, je crois que c'est plutôt ce que nous devons nous mettre à concrétiser. Il n'y a donc pas de modifications profondes à insérer dans notre stratégie, et surtout dans l'évolution de notre idéologie, de notre méthodologie, mais plutôt la finalisation de ce qui avait commencé à être fait par le charismatique leader qui nous a laissé. Non, l'UDPS garde son identité. L'UDPS a été, comme je l'ai dit, forgé par ce grand charisme qui est le président Etienne Tshisekedi. Et cela est en nous. C'est pour ça que, par moments, ça paraît comme bizarre pour une certaine opinion, mais nous avons en nous cet esprit-là de ce grand parti qui est créé dans les valeurs de cette liberté, de la démocratie, qui est créé dans cet esprit de savoir réclamer et proclamer ses droits. Et c'est ça l'identité de l'UDPS, qui est créée dans cet esprit de se donner, se sacrifier pour l'intérêt du Congo. Le président Félix, bon, il a pris le parti. Ça fait un peu mal aujourd'hui que ce que nous avons combattu hier, ce que nous ont tué hier, il est en train de pactiser avec, je ne sais pas très bien au nom de quelle théorie, au nom de quel principe. Il pactise aujourd'hui avec eux dans ce qu'on a appelé l'union sacrée. Bon, c'est la politique, on dit qu'elle est dynamique. Vouloir ou pas vouloir, on fait avec. Mais Etienne Tshisekedi est un homme très ferme, un homme qui avait une vision réelle pour ce pays, qui a refusé plusieurs fois de prendre le pouvoir, parce que beaucoup de gens, surtout les jeunes d'aujourd'hui, ne savent pas, puisque je l'entends dire que Félix a pris le pouvoir là où son père avait échoué. Non! Son père a eu plusieurs fois l'occasion d'avoir le pouvoir. Mais il se posait la question, faut-il prendre le pouvoir pour le pouvoir? Et c'est là que l'homme s'est distingué. Il a démontré à l'Occident, il a démontré à la face du monde qu'il n'était pas venu chercher le pouvoir pour le pouvoir, puisqu'il prenait d'abord le peuple qu'il mettait d'abord, avant toute chose, et il voyait que s'il prend le pouvoir pour le pouvoir, on va les vomir comme on a vomi tous les prédécesseurs. Voilà pourquoi il s'est ressaisi, il s'est abstenu de ne pas accéder au pouvoir de n'importe quelle manière. Selon plusieurs langues, l'UDPS c'est un parti tribal où les recrutements se fait sur base de l'appartenance à une certaine tribu. Alors, une question taraude notre esprit. Sur base de quels critères Etienne Tshisekedi nommé à des postes de responsabilité au sein du parti? Non. Nous avions des statuts qui conféraient d'énormes prérogatives au président du parti. De ce que je sache aussi, c'est pas un homme qui nommait de manière unilatérale. Lorsqu'il a nommé le secrétaire général, c'était ça, l'une de ses prérogatives, il nomme le secrétaire général. Le secrétaire général de l'UDPS proposait toujours son gouvernement. Moi, j'ai travaillé avec deux secrétaires généraux, plus ou moins. J'ai vu comment ça se faisait. Le président, il
il vous appelle, il vous propose d'être le secrétaire général du parti et puis il vous demande de faire la proposition de la liste de vos ministres, de ministres du parti. En fait, tout dépend aussi de l'ossature de l'organigramme tel que nous l'avions conçu. Nos statuts conféraient effectivement au président ces pouvoirs-là qu'il exerçait sans arbitraire, il faut le reconnaître. Le président Tshisekedi, ça je me suis toujours posé la question, il fut un ancien ministre de l'Intérieur, je l'ai compris après. Il savait vous dire, lorsqu'il propose les nominations, il sait vous dire, bon, dans telle province par exemple, on a déjà proposé 5 personnes, je constate que les 5 personnes sont d'une même tribu, et puis il vous dit, non, il faut équilibrer, telle tribu doit avoir aussi, telle tribu doit avoir, de sorte que lorsqu'il sortait ces nominations-là, il n'y avait pas moyen d'imaginer qu'il y avait dans telle province, telle communauté qui était exclue, tel peuple qui était exclu. Parce qu'il s'était donné ça comme tâche du quotidien. C'était ça, la vision du pays qu'il avait. Et lorsqu'il devient Premier ministre, vous savez qu'il y a eu ce gouvernement qui reprenait 2 ministres dans chaque province. Et que lorsque vous voyez dans chaque province, ces 2 ministres-là, étaient des communautés différentes, et puis les équilibres étaient tellement respectés qu'il n'y avait même pas moyen de revenir sur ça pour se dresser contre ce genre de nomination. Et pour preuve, vous verrez que de son vivant, nous n'avons pas eu des contradictions tragiques en termes de mise en place, en termes d'occupation des fonctions au sein du parti. C'était un homme autrement éclairé. L'un des grands enseignements que nous retenons tous du président Etienne Tshisekedi, c'était le respect des textes et de nos statuts. J'étais encore à la section Ilikine de l'université de Kinshasa, ISTEM, il nous conseillait. Et il nous avait fait savoir que dans les réunions des fondateurs du parti, c'est ce qu'il faisait. Au commencement de chaque réunion du parti, le premier point inscrit à l'ordre du jour, c'est la lecture d'un article des statuts et son interprétation. Donc c'était un monsieur, une personnalité très respectueuse des textes, et dans son combat pour l'état de droit, il nous apprenait cela. Non, mais il devait nommer les statuts, lui donner le pouvoir de nommer. J'ai dit que Tshisekedi ne pouvait rien faire sans texte. Nous avons l'article 26. Le Congrès n'avait pas prévu. Pour voir qu'il avait la vision de la démocratie, il a ajouté. Il a refusé qu'après sa mort, après son indisponibilité, qu'un individu s'empare du parti et fasse sa volonté. Il a dit qu'il faut un directoire. Il faut un directeur composé de 3 têtes pour diriger la transition avant d'avoir un président du parti. Bon, si les gens disent ça, s'il y a un exemple, on peut débattre, mais d'emblée, en l'air, comme ça, dire qu'il nommait les gens, il nommait les gens parce que les statuts lui disaient de nommer les gens. C'était ses statuts. Il ne nommait pas les gens en dehors du statut. Après 37 ans de lutte, l'UDPS accède enfin au pouvoir à l'issue des élections présidentielles et législatives de 2018. Mais pour certains, l'UDPS n'a jamais été préparé à la gestion. Etienne Tshisekedi a préparé ses cadres à la contestation. Non, c'est-à-dire, dans l'UDPS, nous avons une liberté des paroles. Les gens qui remarquent des choses qui marchent ou qui ne marchent pas s'expriment librement. C'est ainsi que ça donne l'impression d'être un parti indiscipliné, d'être un parti qui attaque les autres, mais je ne crois pas. C'est un parti qui a lutté pendant très longtemps et qui est au pouvoir maintenant. Et malgré que nous sommes au pouvoir, le peuple continue à veiller sur les gestionnaires. C'est ainsi que vous voyez, il y a des gens qui se révoltent, il y a des gens qui recadrent les gestionnaires du pays. Donc ce n'est pas un parti indiscipliné. Il nous a préparé à dire non. Dire non à quoi? Dire non à l'incurie, dire non à l'arbitraire, dire non au non-respect des textes, parce que ça c'était la pierre angulaire de sa démarche, dire non au respect des textes, parce qu'il estimait que, et ça je l'ai retenu de lui, et le président, il me l'a dit, moi je suis parmi des personnes qui l'ont sérieusement fréquenté parce que j'étais un canalisateur de la jeunesse, j'ai organisé beaucoup de choses avec lui.
Mais le président m'a dit qu'une société qui décide de s'écarter de la règle des droits n'attendait plus rien d'elle. Et ça, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'une société décide de s'écarter de la règle des droits, c'est un bateau ivre. Et ça, on le constate toujours, on l'expérimente chaque fois que nous tentons de nous dérober de cette vision qui nous a léguée, on le voit. Donc, là-dessus, il n'y a vraiment pas eu de problème dans sa façon de faire. C'est pourquoi les gens disaient qu'il est extrémiste, les gens disaient qu'il est presque fondamentaliste, parce que il tenait à la seule virgule que nous avons consensuellement insérée dans un texte, il y tenait. Et qu'il n'était pas un homme qui s'est laissé balancer par les humeurs, par les opinions anarchiquement insérées dans une organisation. Lui, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ça l'opinion majoritaire. C'est pourquoi, même lorsqu'il restait minoritaire derrière cet écrit, ce qui est écrit, il s'estimait en raison, il s'estimait majoritaire. C'est ça même la raison en politique. C'est ça la rationalité en politique. Et pour ça, moi, je ne regrette pas d'avoir fréquenté cet homme qui a forgé aussi mon caractère. Je suis un homme intransigeant, je l'ai appris de lui. Ça fait 5 ans jour pour jour depuis que décédé Étienne Tshisekedi. La commémoration de ces 5 ans intervient sur fond de tensions au parti. Jean-Marc Kabound, dernier secrétaire général qu'il a nommé, est à ce jour radié du parti. À quand la réconciliation entre les héritiers du Sphinx? Bon, il n'y a pas de tension. Dans une société, c'est normal que cela arrive. Là où il y a des hommes, il y a toujours des bruits. À la maternité, il y a toujours des pleurs, des bébés. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un problème de la masse qui compose l'UDPS. C'est un individu, des individus, 3 individus, 4, 5, qui a voulu confisquer les partis et qui a voulu faire du parti un champ privé, une boulangerie que quelqu'un a hérité après la mort de son père. Il dit non, la boulangerie c'est pour mon père, je me sers des pains, je me sers de l'argent des pains après avoir vendu d'autres pains qui restent. C'est ce qui se passe à l'UDPS, mais sinon, tout le monde a le même cœur, tout le monde a le cœur tourné vers la légalité du parti et décider d'accompagner Tshisekedi dans son pouvoir. Bon, je crois qu'on doit faire la paix. On doit faire la paix et continuer, surtout que dans 2 ans, il y aura des élections. Il faudrait que nous puissions nous attendre au sein de l'UDPS pour que nous puissions soutenir le chef de l'État et que nous puissions, une fois de plus, briguer un autre mandat. Vous savez, le chef de l'État actuel, c'est un leader que moi je connais personnellement. Nous avons été ensemble au parti comme secrétaire général adjoint et moi, je connais ses habitudes et je connais comment il agit. Je crois que sa vision, c'est aussi pour l'intérêt du peuple congolais. Il faudrait que la population congolaise puisse le comprendre. On ne peut pas... il est là pendant 3 ans et il ne peut pas tout faire pendant 3 ans. Ce qu'il a fait, déjà, c'est beaucoup. Donc, ce sont des prémices qui vont nous amener à un développement dans l'avenir. Il y a des pays qui font 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans pour se développer. Mais nous sommes en train d'aller beaucoup plus vite. Dans 3 ans, vous avez vu ce qu'il a réalisé comme action, n'est-ce pas? Et je crois que ça promet. Pour moi, en tout cas, ça promet. Et je continuerai à le supporter dans sa vision. Nous devons absolument faire la paix, parce qu'elle est nécessaire. Et la paix ne signifie pas seulement l'absence de bruit, des cris, l'absence de ce que vous voyez. La paix signifie aussi l'harmonie, la justice, la justesse dans ce qu'on fait. Mais nous, au parti, par exemple, j'entends des gens qui disent qui appellent aujourd'hui à la paix, à la paix, à la paix. C'est une très bonne chose. Mais si vous voyez, moi, je suis de gens de ce groupe de cadres du parti qui avons à un moment donné lancé le mouvement Sauvons UDPS. Ce mouvement avait pour objectif faire la paix au parti parce qu'elle n'a plus existé depuis ce moment-là. La paix ne signifie pas qu'après un combat, vous êtes là, vous jouissez seul.
vous confisquez le parti seul, puis les autres vous applaudissent, ils voient bien votre émergence que nous souhaitons pour tout le monde par ailleurs. Ce n'est pas ça la paix. La paix ne signifie pas qu'après un combat, vous vous mettez à prendre des décisions seules, de manière unilatérale, les autres les apprennent dans des médias. La paix ne signifie pas qu'après un combat, vous vous érigez, vous, en statut, vous commencez à prendre des décisions qui ne sont fondées sur rien dans nos écrits. Ce n'est pas ça la paix. Ceux qui pensent que la rupture de la paix à l'UDPS, c'est hier avec ce qui se passe pour Jean-Marc Kabound, c'est des gens qui ne connaissent pas le parti, qui le vivent de l'extérieur. Nous savons que nous avons appelé à la paix, nous avons appelé à l'unité depuis 3 ans, que nous appelons à la paix, que nous appelons à l'unité. Nous sommes du principe que personne ne doit être exclu. Personne ne doit être exclu ni de la participation aux activités du parti, comme ça a été le cas. Vous avez, je vais vous donner des exemples. Le professeur Paul Chilumbu, secrétaire national de l'UDPS en charge des questions électorales et porte-parole du parti, qui a fait un travail extraordinaire parce qu'il est parmi ces rares personnes au sein du parti qui ont cru en ce processus électoral. Nous étions divisés, il faut le reconnaître. La veille des élections, nous étions divisés au sein du parti entre les cadres qui pensaient qu'il fallait tenir Kabila, avancer avec lui, glisser avec lui pour qu'il nous donne un poste important ou des postes importants. Et ceux qui ont pensé que nous devrions aller aux élections pour les gagner. Et parmi ceux-là, il y a en tête le professeur Paul Chilumbu qui était chargé des questions électorales. Il y a cru mordicus. Mais vous avez vu qu'un matin, quelqu'un se lève et dit « Tu es suspendu. Tu es suspendu, c'est fini. » Une suspension qui n'est inscrite ni dans nos statuts, ni dans le règlement intérieur, qui ne relève pas du pouvoir de celui qui suspend. Et une suspension sans délai, sans limite, sans tout ça, ça, ce n'est pas la paix. Déjà, la paix était troublée de tout ce temps-là. Ce qui est bon, c'est que ces manifestations, maintenant, sont publiques. Ça nous donne l'occasion de nous asseoir, de faire la paix pour que personne ne soit exclu. Je dis bien, ni dans l'administration du parti qui est notre bien commun. Pendant plus de 3 décennies, Étienne Tshisekedi a combattu les différents régimes qui ont défilé à la tête de la République démocratique du Congo. 2 ans après sa mort, son fils a pris les rênes du pays. S'il ressuscitait aujourd'hui, sera-t-il fier de la gestion de son parti par ses successeurs ainsi que du pays par son fils? C'est une question quand même difficile. Sincèrement, ça je le dis, main sur le cœur. Le président Tshisekedi, il nous a laissé une tâche très difficile. Nous laissant Jean-Marc Kabound comme secrétaire général. Non, aujourd'hui, je peux le dire devant les caméras. Nous avons souffert pour extirper cette épine du pied de l'UDPS. Mais vous croyez que quand le président était... Vous savez comment les nominations... Kabound n'a pas grandi dans la maison de Tshisekedi. Il ne l'a pas élevé, il ne connaît pas son éducation. Lui, il le prenait comme un combattant. Un combattant courageux, des caminards et tout ça, c'est tout. Et à l'époque, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait mobiliser contre Kabila dans la rue. Vous comprenez? Et il a pris Jean-Marc, il l'a mis à la tête du parti. Mais je vous ai dit, je vous dis, ça nous a fait beaucoup de mal. Si Tshisekedi s'est réveillé aujourd'hui et voir ce qui se passe à l'UDPS, il va mourir pour la 2e fois. C'est un homme qui n'aimait pas l'illégalité, qui n'aimait pas du désordre. Etienne Tshisekedi, c'était un homme, comme on l'a appelé, un mythe. Quand il vous dit une chose, vous allez la vérifier. 50 ans après, vous viendrez lui donner raison. Aujourd'hui, la manière que Kabound, puisque vous avez peur peut-être de citer son nom, la manière que Kabound aujourd'hui a sermonné le parti l'UDPS. Ça ne fait pas mal, c'est pas mal aux combattants de l'UDPS. Ça fait mal à tous les Congolais épris de paix et de justice. Vous allez chez le PPRD, on va vous dire que Tshisekedi était patrimoine national. Vous allez au MLC, on dit qu'il était patrimoine national. Il était patrimoine national encore dans la lutte qu'il a menée. La lutte qu'il a menée, aujourd'hui, on va trouver un certain Kabound qui vient et qui veut couper toutes les branches sur lesquelles il est assis. Vous verrez rencontrer que Tshisekedi, président de l'UDPS, puisse créer encore une ASBEL à côté.
de lui donner les signes, tout ça, les fagnons de l'UDPS. Est-ce que tu sais que le président de l'UDPS peut créer une autre NASBEL où il va donner des cartes semblables aux cartes du parti à son NASBEL? Non, si Tshisekedi revenait aujourd'hui, il va pleurer. Il va trouver des icônes du parti, les gens qui ont travaillé pour le parti, qui ont dit à Mobutu et à Kabila 1, Kabila 2, que nous allons travailler, nous allons mieux faire au pays qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous venez, tous nous sommes envoyés à la retraite. On ne sait pas très bien pourquoi. Ça tanque, puisqu'on a même donné l'impression aux journalistes que l'UDPS n'avait pas des cadres, l'UDPS n'était pas créé pour avoir des gens pour diriger le pays. Nous sommes là, mais mis à côté, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais si Tshisekedi revenait aujourd'hui, je crois qu'il aura la honte, il va fermer les yeux, il risque même de se donner encore la deuxième mort. Si le président Tshisekedi se réveille de son sommeil aujourd'hui, il sera fier, je dis bien aujourd'hui, il sera fier de nous, de voir que l'ensemble de ses héritiers, comme un seul homme, s'est levé contre les dérives qui avaient tendance à déformer son combat et que nous sommes en train de redresser cette situation. Il sera extrêmement fier de nous. Parce que pour ton information, je ne cite pas les noms ici, il y a des cadres du parti qui ont fait des rêves en une journée. C'est-à-dire, tu dors dans ton lit, lui dort dans son lit, moi je dors dans mon lit. Tshisekedi est venu nous voir pour dire, vous avez abandonné le parti. Et on s'est réveillé curieusement, nous annonçons ça au même moment. C'est-à-dire que s'il se réveille ce matin de son sommeil, il sera très fier de nous, de voir que toutes les couches du parti se sont réveillées de cette anesthésie sous la coupe de laquelle elles étaient tombées il y a 3 ans, depuis que le président du parti, le président de la République a pris ses distances du parti en prenant des fonctions de l'État. Il sera très content de nous parce que là, il voit l'éducation qu'il nous a inculquée. Aujourd'hui, s'il se réveille, il sera très fier de nous. Si le président Tshisekedi se réveille, il sera très fier de nous. Encore parce que nous gérons ce pays avec responsabilité, malgré les difficultés énormes devant lesquelles notre peuple nous a placés. Au départ, en nous donnant la présidence, en donnant les assemblées aux gens aux fossoyeurs de la République. S'il se réveille aujourd'hui, il sera très content de son fils biologique et politique, dont le génie a prouvé qu'il est un homme qu'il avait effectivement préparé pour présider aux destinées de ce pays. D'abord, en jouant ses cartes très sensibles dans un monde sauvage, comme il l'a été, en récupérant ses compatriotes qui étaient perdus, en les ramenant vers lui pour faire ensemble, après 2 ans de perdus dans la gouvernance, parce que nous allions dans des directions différentes. Ça, c'est déjà extraordinaire. Si le président se réveille, il va trouver un peuple qui parle librement et qui n'est pas inquiété dans sa fierté, qui n'est pas emprisonné pour l'expression de sa liberté, un peuple qui marche dans la rue librement. Ça, c'était son combat primordial. Si le président se réveille, il va voir qu'il a légué à cette nation une classe d'hommes éclairés qui se battent pour la transformation de cette société et qui a mis en place des projets extra. D'ici quelques 2 ans, transformer de manière spectaculaire ce pays. Et ça, le président de la République en sera content. Je sais que nos divisions internes, les divisions du parti, qui n'ont pas aidé le chef de l'État à faire davantage comme prévu, devraient le frustrer. Parce que nous sommes restés pendant ces 3 ans, par moments, certains d'entre nous se sont illustrés dans l'affairisme et dans les intérêts égoïstes, et que le parti a été abandonné, tout ça, mais j'ai dit que cela est pardonnable, parce qu'il va constater à ce jour que tout le monde s'est habillé de son esprit pour sauver ce bijou, cette institution chère, qui est indispensable. Si l'UDPS échoue aujourd'hui, l'avenir du pays est sombre, parce que ça sera la fin de l'expérience idéologique. Il faudra maintenant aller vers des gouvernances hétérogènes, hétéroclites,
qui n'auront pas à viser notre peuple sur la destination. Donc nous avons l'obligation sacrée de réussir, de faire ce que le président Tshisekedi nous a légué comme combat. Je suis convaincu que le président Etienne Tshisekedi, là où il se trouve, il est fier de nous. Il est fier de nous principalement parce que, contrairement à tout ce qui avait été dit de son vivant, et même au lendemain de son décès, 5 ans après, il fait le constat avec tout le monde que l'UDPS est une réalité politique. Elle existe encore. Elle a de l'avenir et c'est une réalité pas des moindres. Il est fier de nous et il restera fier de nous parce que de là où il est, 5 ans après, il fait le constat avec nous que nous avons réalisé l'un des grands objectifs, des grands rêves des pères fondateurs de l'UDPS qui ont créé ce parti pour la conquête du pouvoir. Quand ils ont créé ce parti, dans la lettre des 52 pages, Papa Etienne Tshisekedi et ses compagnons réclamaient du dictateur M. Mobutu l'organisation des élections pour permettre à l'UDPS d'accéder au pouvoir. Et nous l'avons fait en 2018 à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous avons aujourd'hui, nous l'UDPS, accédé au pouvoir à la présidence de la République et il est fier de nous. Ça, j'en suis convaincu. Il est fier de nous parce qu'il sait là où il est, que les défis sont énormes, sont gigantesques, que la tâche elle est extrêmement difficile. Mais il sait que nous avons cette volonté-là et nous allons donner le sourire, le bonheur, la joie, l'espoir au peuple congolais. Nous allons le lui donner, il le sait. Et pour cela, il est fier de nous. Mais pourquoi pas? Je crois que lui-même, il connaît, il a connu de problèmes très graves, n'est-ce pas? Il y avait un moment où ses proches l'ont quitté, n'est-ce pas? Pendant plusieurs années, quand il était malade. Et quand il est revenu, l'UDPS n'existait pratiquement pas. Il y a eu ces vagues-là dans la gestion de l'UDPS. Mais je vais vous confirmer aujourd'hui que tout ce que nous connaissons aujourd'hui va passer. Et l'UDPS demeurera et nous allons continuer à lutter pour l'intérêt national. Etienne Tshisekedi restera cette figure politique assez difficile à cerner. Son nom restera à jamais dans la pensée des Congolais.